Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel opus du Quesaco de Topos, l'agence d'urbanisme des territoires de l'Orléanais. Je suis Hervé Olivier, donc le directeur des études et le directeur adjoint de l'agence. Comme il est d'accoutumée dans ce webinaire, nous allons aborder un sujet d'actualité puisqu'il correspond à une parution de travaux réalisés par l'agence et en l'occurrence un focus sur les enjeux du vieillissement de la population est d'ores et déjà mis en ligne sur le site internet de l'agence d'urbanisme sur topos-urba.org. Et comme souvent, quand on parle d'actualité à l'agence d'urbanisme, on est aussi rattrapé par le calendrier législatif. Ça s'est révélé vrai à plusieurs reprises, notamment avec le zéro artificialisation nette. Calendrier législatif puisque le 8 avril dernier, une loi était promulguée qui portait mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie. Alors, la question du vieillissement est une question qui n'est pas récente, puisque dès 2010, l'INSEE publiait un document pour faire état de l'enjeu du vieillissement de la population à l'horizon 2040. Et en 2023, au niveau de la région Centre-Val de Loire, l'INSEE publiait un nouveau document qui précisait les perspectives de cette évolution démographique du territoire national et du territoire régional en particulier, avec une question quand même assez importante, c'est finalement que devient un territoire quand il accueille un tiers de sa population de plus de 65 ans et à l'horizon 2050, une forte proportion de 85 ans et plus. Donc, factuellement, la question du vieillissement à l'échelle nationale est plus souvent vue comme une problématique. En effet, malheureusement, j'ai envie de dire, les personnes âgées sont beaucoup présentes dans les médias, dans les rapports nationaux, lors de phénomènes de crise sanitaire ou sécuritaire, canicule, Covid, gestion des EHPAD, etc. Donc, finalement, pour pouvoir, regarder les choses un peu différemment, l'agence a proposé dans son programme de travail de se lancer dans un cycle d'études qui porte sur l'accompagnement du vieillissement de la population. Donc, vous voyez déjà, on est dans un changement de paradigme et dans un premier temps, Hélène Maublanc, notre responsable thématique, habitat à l'agence d'urbanisme, propose de faire le point sur les questions démographiques et les premiers enjeux ou premiers questionnements qui en découlent à l'échelle des territoires de l'Orléanais. Pour cela, aussi pour nous accompagner dans cette démarche, nous avons l'honneur de recevoir Pierre-Olivier Lefebvre, qui est le délégué général du réseau francophone des villes amies des aînés et que je remercie encore une fois chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Hem, Avant de conclure, je vous juste, vous rappeler, 3 petites règles. La première, c'est que la session donc, de cette visioconférence, est enregistrée, donc, elle sera visionnable à nouveau à partir du site de l'agence d'urbanisme ou de sa chaîne YouTube. Alors, Et je suis désolée. éventuellement, si vous ne souhaitez pas apparaître sur, la vidéo, vous pouvez couper vos caméras. La deuxième règle, c'est que pour la conversation, on privilégie dans un premier temps le chat, ce qui vous permet de réagir au fur et à mesure, de la présentation. On rassemble les questions et on les pose en direct, à nos participants. Et la troisième règle, n'oubliez pas de couper vos micros pendant le temps de la présentation d'Hélène et de Monsieur Lefebvre, ce qui nous permettra d'être plus clairs dans nos propos. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un très bon webinaire. Hélène, c'est à toi. Donc un très grand bonjour à tous. Je vais donc démarrer cette présentation et ce cycle d'études en vous partageant un socle commun de définition et d'indicateurs. Dans la mesure où, en premier lieu, il faut distinguer deux notions, le vieillissement individuel ou biologique et le vieillissement démographique. L'étude, comme le précisait Hervé à l'instant, s'intéresse au vieillissement démographique, qui est, comme je vous l'ai indiqué ici, l'augmentation de la part des personnes âgées dans la population. Et là, première question, qu'est-ce qu'une personne âgée? De quelle tranche d'âge parle-t-on? En effet, la définition d'une personne âgée dépend du contexte. J'ai fait le choix, au regard des données statistiques disponibles et surtout des dynamiques de vie, notamment le passage en retraite, de retenir les personnes de plus de 65 ans.
Pour autant, on approfondira au sein des différentes études qui vont suivre pour arriver à distinguer à l'intérieur de cette grande catégorie de groupes d'âge démographique et ainsi qualifier la diversité des profils. Vous avez à droite sur cette première diapositive une première carte qui représente la part des personnes de plus de 65 ans en référence à la valeur moyenne de 18,6% sur l'ensemble des territoires de l'Orléanais. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai précisé, les plus de 65 ans sont 85 000 en 2020 sur une population de 456 658 habitants, ce qui représente 18,6%. Et la carte représente en fait sous 4 segments la part des plus de 65 ans dans chaque commune des territoires de l'Orléanais, qui sont les territoires d'intervention de l'agence d'urbanisme. Poursuit. L'idée, c'est que effectivement, le vieillissement démographique, c'est un processus qui découle de ce qu'on appelle la transition démographique, c'est-à-dire la baisse de la mortalité et de la natalité, ou en tous les cas, la convergence de la mortalité et de la natalité vers des taux faibles. Et quand la baisse de la mortalité concerne les âges jeunes, pardon, elle provoque un rajeunissement de la population, car de plus en plus d'enfants survivent. Ce n'est que lorsqu'elle se concentre dans les âges avancés que l'on parle effectivement que la baisse de la mortalité entraîne un vieillissement de la population, qu'on appelle donc un vieillissement démographique par le haut de la pyramide des âges. Vous avez également ce qu'on appelle le vieillissement démographique par le bas de la pyramide des âges, c'est-à-dire que la baisse de la natalité engendre une diminution du nombre d'enfants dans une population et donc une augmentation de la proportion des personnes âgées. Sur ces deux pyramides des âges, donc situées en 99 et en 2020, qui sont aussi des choix pour l'étude, pour avoir un temps long d'analyse. Vous voyez une évolution de cette forme sur l'ensemble des territoires l'Orléanais de ces deux pyramides des âges. Et vous voyez pour autant que on n'est pas sur une forme en champignon en 2020, c'est-à-dire que comment dire, le solde des naissances reste important, en tous les cas sur la globalité des territoires l'Orléanais, pour être un effet majeur en termes d'évolution de la population totale. Sur cette pyramide des âges, j'ai aussi voulu mentionner une génération importante qui est la génération du baby boom, qu'on a appelé maintenant le papy boom, qui est effectivement un élément très important pour aussi analyser le vieillissement de la population. Sachant qu'ici, vous avez une représentation d'une tranche d'âge qui est assez élargie, vu que vous avez certainement en tête que le baby boom démarre après la Seconde Guerre mondiale. Et on estime que ce sursaut démographique perdure jusque dans les années 70. Et vous voyez qu'il a il a une certaine préminiscence dans le temps par la suite également sur nos territoires. Donc, pour autant, cette génération, effectivement, se situe sur des générations qui sont rentrées à l'âge de la retraite dorénavant. Pour qualifier le vieillissement, il faut aussi que je puisse vous indiquer une définition qui est importante, qui est la définition et la notion de gérontocroissance. Cette définition, elle est importante notamment pour pouvoir apprécier l'augmentation des personnes de plus de 65 ans en l'occurrence, sur une population en général en nombre, vu que la gérontocroissance, c'est l'évolution du nombre de personnes âgées. En tant que tel, c'est un chiffre absolu, une mesure absolue. Et vous voyez effectivement à la droite de votre écran que l'évolution en nombre et en pourcentage des plus de 65 ans sur les territoires l'Orléanais en comparaison avec la population totale. Ainsi, quand on regarde et quand on s'attache à regarder la gérontocroissance, on voit une évolution de 51,8% des plus de 65 ans, qui est distincte de l'évolution de la population totale, qui est, elle, de 12,2% pardon, sur le même temps, entre 99 et 2020 toujours, avec des évolutions sur les principaux recensements à retenir dans cette période-là. Ces différentes notions, elles amènent, au-delà des chiffres, à s'intéresser aux impacts et aux enjeux. J'y reviendrai plus largement tout à l'heure. Le vieillissement de la population touche tous les territoires. Donc ça, c'est un fait.
tous les territoires français et tous les territoires européens en l'occurrence, mais il est plus ou moins avancé et il est plus ou moins modéré selon la structure de la population locale. Et c'est ce que j'ai voulu faire apparaître ici, c'est l'intérêt de s'attacher à avoir une analyse de sa structure de population au niveau local. Alors ici, je vous ai fait par EPCI, par communauté de communes, pour avoir des éléments qui soient lisibles à l'écran. Et donc, vous voyez ici l'évolution de la structure des populations entre 99 et 2020 toujours, en distinguant tout d'abord les moins de 20 ans, puis les plus de 65 ans, et la catégorie de population qu'on dit active en troisième niveau. Si je prends l'exemple de la communauté de communes de la Forêt, vous pouvez voir l'intérêt de distinguer et de regarder les différents indicateurs. Le vieillissement paraît modéré, avec un poids des personnes âgées de 16,7%. Mais la gérontocroissance, elle, est forte, avec 61%, avec un effectif qui passe de 1800 personnes à 2900 en 20 ans. Pour situer par rapport à d'autres échelles, petit rappel simple qui vous a été fait rapidement en introduction, les plus de 65 ans en 2020, en France, c'est 20,2%, en Centre-Val de Loire, c'est 22,7%, et dans le Loiret, c'est 20,2%. On est sur la moyenne nationale. Vieillissement démographique, gérontocroissance, cela fait l'introduction à la carte que je vais vous présenter maintenant. Alors, il s'agit ici du rapport de l'indice de vieillissement et de la gérontocroissance avec un classement en 4 typologies. Alors, au premier regard, vous pouvez voir un classement qui est contrasté avec une partition nord-sud autour de l'axe autour de la Loire. Je vais vous détailler un petit peu et pour mieux comprendre ces différentes couleurs qui s'affichent ici. En tous les cas, il y a une typologie, enfin c'est un classement qui est en 4 typologies. On est sur un classement par commune, donc toujours sur la période entre 99 et 2020. Et on est sur une notion de forte part et forte évolution. Forte part, on est sur la part, c'est-à-dire ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, le vieillissement en tant que tel, la part de la population par rapport à des plus de 65 ans par rapport à la population totale. Et l'évolution, on retrouve la notion de gérontocroissance. Je vais prendre des exemples au fur et à mesure. En rose, donc en forte part et forte évolution, on est sur des territoires vieillissants. On est donc sur une augmentation des personnes âgées en nombre et en proportion. Deux explications probables. Les plus de 65 ans sont installés et continuent de s'implanter, alors que les plus jeunes s'installent en moins grand nombre. La population de ces communes évolue moins vite que la part des personnes âgées de plus de 65 ans. J'ai fait le choix ici de prendre des exemples pour chaque typologie qui ne sont pas forcément comment dire, dans des extrêmes, mais qui sont issus de différentes EPCI. Et ici, je vais prendre l'exemple de la commune de Viglin, dans la communauté de communes du Val de Sully. La population totale de la commune en 99 était de 836 personnes. En 2020, ils étaient 867 habitants. Donc une évolution relativement faible dans le temps. Les plus de 65 ans sont 204 en 2020, ce qui représente 23,5% de la population, d'où une forte part. Et ils étaient 120 en 99, soit une croissance de 70%, donc une très forte évolution. En orange, vous avez des territoires qui ont une population âgée en faible croissance. C'est principalement des zones dans lesquelles on observe une faible croissance de la population et où la longévité des habitants les plus âgés maintient, voire accroît leur part importante. L'isolement des personnes âgées est l'un des enjeux majeurs, par contre, de ces espaces. Dans le même esprit que tout à l'heure, je prends l'exemple de Ligny-le-Ribaud, excusez-moi. La population totale est passée de 1116 habitants à 1238 habitants entre 1999 et 2020. Les plus de 65 ans sont passés dans le même temps de 232 à 300, ce qui est une croissance moindre, mais leur part dans la population est importante, à hauteur de 24%. Je vous rappelle que c'est le chiffre que je vous ai donné tout à l'heure, de 18,6%. Cette typologie est construite en référence à cette moyenne-là. Vous avez les territoires faible part et forte évolution qui sont en bleu. Donc, c'est des territoires à forte évolution du nombre de personnes âgées.
Et il recense des populations relativement jeunes en général qui ou bénéficient d'une natalité dynamique. Par contre, des zones entières sont susceptibles de vieillir. Par exemple, des lotissements qui ont été construits dans les années 70 ou 80 avec des personnes qui sont maintenant à l'âge de la retraite, mais qui souhaitent vieillir au même endroit. Dans ces zones, le cycle immobilier est à anticiper pour une question de vétusté, pour une question de sous-occupation, pour bien sûr des notions de rénovation sur ces habitats. Et un des enjeux majeurs, il sera l'accessibilité aux services, ainsi que l'adaptation des capacités des structures de prise en charge de la perte d'autonomie. J'ai choisi la commune de Chanteau pour illustrer cette typologie. Alors, ils étaient 48 plus de 65 ans en 99 et en 2020, ils sont passés à 212. Pour autant, le poids dans la population totale de 1652 habitants en 2020 est de 13%, d'où effectivement cette faible part, mais cette très forte évolution. Et enfin, en vert, vous avez les territoires qui gardent une population qui reste plutôt jeune. Dans cette catégorie, l'essentiel correspond à des communes de moins de 3500 habitants, mais qui ont une population globale qui augmente plus fortement. Ici, l'exemple de Villermain. La population totale en 99 était 276. En 2020, elle est 388. Les plus de 65 ans étaient 48 en 99 et ils sont 49 en 2020. Donc, on est sur une croissance de la population totale, par contre, qui, elle, est très forte, avec un faible chiffre, mais qui est de 41%. Cette géographie contrastée des seniors, elle est aussi intéressante à l'échelle de la métropole orléanaise. Et ici, j'ai fait le choix d'avoir une analyse plus fine, vu que les données statistiques me le permettaient, avec une analyse à l'iris. Sur le territoire métropolitain, on retrouve donc ce classement avec une échelle plus fine, ce que je vous ai dit, et ce fort découpage autour de l'axe ligérien. On note par contre une particularité. Des îlots ont perdu en nombre de personnes âgées entre 1999 et 2020. Ces secteurs en centre-ville concentrent pour autant des services de proximité et questionnent sur les aménagements qui sont susceptibles de pouvoir profiter aux personnes âgées ou en tous les cas qui souhaitent se maintenir en autonomie dans le temps. Il s'agit des iris qui sont entourés en rouge, qui peuvent être en forte part et en évolution négative, ou en faible part et en évolution négative. C'est le cas sur l'iris, par exemple, de Martrois, donc de la cathédrale, où les plus de 65 ans sont passés de 369 à 310 sur la période donc de 99 à 2020, alors que sur le même temps, la population totale est passée de 2577 à 2667. Donc vous voyez que le nombre de personnes de plus de 65 ans a baissé, alors que la population sur cet iris-là a augmenté dans le même temps. Donc là, ça peut questionner effectivement des aménagements, comme on peut avoir comment dire, des populations qui souhaitent pouvoir profiter d'un habitat qui soit adapté à leur autonomie, et pour autant le centre-ville, avec des bâtisses qui sont importantes à rénover, peut ne pas répondre, par exemple, à leurs préoccupations. Mais c'est une raison, en tous les cas, à analyser. Je prends un exemple tout autre, l'iris de l'Escure, qui est tout en haut de Fleury-les-Aubrais, qui lui illustre une autre explication potentielle en ayant évolué de 90 à 16 personnes âgées sur la période de 99 à 2020, avec, à ma connaissance, des fermetures d'équipements, notamment un service spécialisé qui existait au niveau du centre de Daumaison. Voilà. Je vous propose de prendre connaissance de vos questions déjà à cette étape-là avant de passer aux enjeux. Et je redonne la parole à mes collègues pour identifier les questions qui ont pu déjà être posées. Alors, une fois ces définitions, ces indicateurs posés et cette cartographie contrastée des seniors présentés,
Eh bien, j'en viens donc effectivement à la troisième partie qui fera la transition avec l'intervention de Pierre-Olivier Lefebvre. C'est effectivement les enjeux pour les territoires et en termes d'aménagement du territoire. Je vous ai listé très brièvement quelques enjeux que vous retrouverez bien sûr plus détaillés et qu'on pourra évoquer dans les exemples qui seront pris par la suite, que vous pourrez trouver donc dans le focus. Un des enjeux pour les territoires sur la question du vieillissement démographique, c'est structurer une politique publique qui soit intégrée et transversale. Quand on parle effectivement de vieillissement de la population, l'idée est pas seulement de s'en tenir à une intervention sur des questions sociales ou sur des questions de rénovation de l'habitat, mais bien d'avoir une visibilité de l'ensemble des politiques publiques qui concourent au maintien de l'autonomie des personnes âgées et qui contribuent au bien-être de l'ensemble de la population. Je vous en ai listé quelques-uns rapidement, les transports collectifs, la voirie, l'éclairage, la conception globale des quartiers, bien sûr, et la marchabilité, c'est-à-dire l'accessibilité des quartiers et des services publics au sens large, la localisation des activités et des services, les lieux de sociabilité ne faut pas oublier, de culture et de sport, pour intégrer donc l'ensemble des habitants. Un deuxième enjeu sera d'adapter les politiques à la structure locale de la population et aux évolutions à venir. Ça en revient à ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que d'une commune à une autre, d'un quartier à un autre, mais en tous les cas au moins d'une commune à une autre, la structure locale de la population ne sera pas la même et le chiffre des personnes âgées, par exemple, est à prendre en compte, ainsi que la part dans la population pour effectivement adapter les politiques publiques et les équipements en conséquence. Un troisième enjeu, c'est d'anticiper les besoins et agir en prévention. Anticiper les besoins, comme je l'évoquais tout à l'heure, on est sur le Loiret et sur les territoires de l'Orléanais, sur une phase de vieillissement, mais sur lequel, quand on évoquait la pyramide des âges, on n'a pas encore atteint les âges les plus élevés, notamment de la génération du baby-boom. Donc, on est encore en mesure d'anticiper effectivement des équipements et d'intervenir en prévention pour effectivement prévenir l'autonomie et du coup une bien meilleure intégration de l'ensemble de la population. Un quatrième enjeu est de pouvoir adapter l'ensemble de notre économie aux enjeux du vieillissement. Alors là, c'est un des points qu'on évoquera. De toute façon, l'ensemble de ces points fera l'objet d'une étude en soi dans le cycle d'études. Mais la question de l'économie, on parle de silver economy, mais ce qui est aussi intéressant, c'est d'identifier et de valoriser la contribution des seniors. Pour vous prendre un exemple ici, on sait que la solidarité intergénérationnelle est très importante, ne serait-ce que dans la prise en charge ou en tous les cas dans l'accompagnement des plus jeunes au sein des familles, c'est-à-dire les grands-parents qui peuvent garder les enfants, qui contribuent à leur éducation, qui contribuent aussi très souvent, quand c'est possible, à un transfert financier à l'intérieur des familles. Et puis plus globalement, les seniors, c'est eux aussi qui sont très présents dans les associations, très présents dans la structure politique et qui contribuent largement à la vie dans la cité au sens large. Et puis un cinquième enjeu, c'est de pouvoir agir sur la question de la mobilité et de l'accessibilité. Donc de pouvoir donner la possibilité de rester mobile pour rester autonome et rendre l'espace accessible à tous et à tout âge. Et là, je compte sur Pierre-Olivier Lefebvre pour prendre nombre d'exemples dont on a pu échanger ensemble en préparant cette étude et ce qu'est ZACO. Si je passe à la dernière diapositive avant de passer la parole, j'ai souhaité effectivement, dans cette notion de défi, aborder deux autres points. L'importance de changer de regard
Et là, j'ai souhaité prendre une citation de Serge Guérin, sociologue qui est très présent sur la question du vieillissement, qui évoque effectivement la notion de longévité pour sortir de cette notion de vieillissement, de vieux et du coup d'agisme. Et là, vous voyez sa citation, quand on parle de société du vieillissement, les vieux, c'est toujours les autres, ce n'est jamais soi. En revanche, la longévité concerne tout le monde. L'idée ici, c'est deux choses. C'est que effectivement, les vieux ne se sentent pas vieux, parce que je prends la structure d'âge des plus de 65 ans, mais en général, on ne se sent pas vieux le premier jour du lendemain de ses 65 ans. C'est une notion de contexte, c'est une notion de... Enfin voilà, il y a plein de choses qui se jouent. Et puis, la longévité, c'est quelque chose qui se prépare dans le temps. Je crois il parlait également de prévention dès la naissance. C'est-à-dire qu'on est bien dans une prévention aussi en termes d'intervention sur une forme comment dire, de bien-être tout au long de la vie. Et agir en prévention, pour prévenir la perte d'autonomie, c'est aussi prolonger l'espérance de vie en bonne santé, qui est une notion qui est fortement mise en avant depuis ces dernières années, et anticiper les mesures d'accompagnement initiées. Alors ici, l'idée que j'ai voulu vous mettre en avant, c'est effectivement comment dire, intervenir en prévention, comme je le disais tout à l'heure, et donner la possibilité de mourir en bonne santé, presque, qui est un terme utilisé par effectivement des théoriciens, et qui permet aussi de pouvoir, avec cette anticipation, euh, prévoir des politiques publiques qui soient, comment dire, adaptées quand on arrivera à une courbe du vieillissement qui atteindra son plus haut point, pour se concentrer vers les personnes les plus fragiles. Voilà. Ben écoutez, je vous remercie pour votre attention et je reste à votre disposition une fois que Monsieur Pierre-Olivier Lefebvre sera intervenu. Je vais peut-être pour l'instant arrêter le partage de mon écran pour laisser son intervention plus facile. Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre invitation et bravo parce qu'une agence d'urbanisme qui se préoccupe de cette question de la longévité et de ce défi démographique, eh bien c'est être dans l'air du temps et c'est presque anticiper. Des fois, on entend parler du tsunami du vieillissement, du tsunami gris. C'est pas un tsunami parce qu'un tsunami, c'est quelque chose qui nous arrive sans qu'on l'ait vu venir. Et là, on voit bien à travers la présentation d'Hélène qu'on voit ce qui est en train de nous arriver. Et je pense qu'il est important de se dire que individuellement, vieillir, c'est d'abord une chance. Voilà. Durer longtemps, c'est d'abord une chance. Hélène parlait tout de suite d'espérance de vie sans incapacité. L'espérance de vie sans incapacité sévère à 65 ans, c'est plus de 18 ans pour une femme. C'est-à-dire que c'est le même temps qu'il y a entre 22 ans et 40 ans. Évidemment, on n'est pas le même. Et donc, la représentation qu'on doit avoir, elle doit se situer dans la durée et dans quelque chose qui est à vivre. Pour un homme, c'est 15,7 années. Donc, vous imaginez, on n'est évidemment pas les mêmes entre si on avait 10 ans et si on avait presque 25 ans. Et je pense que le premier changement de regard, hein, quand Hélène parlait de cette vision d'ensemble, eh ben, c'est d'arriver à peser en tant que décideur public que vous êtes, l'âge par rapport à soi, l'âge par rapport aux autres, et puis comment on passe d'une vision individuelle à une vision collective, mais comment on pense le collectif pour qu'il ait un usage individuel. Et le véritable défi de l'aménagement des territoires, c'est celui-là. Le rôle du réseau Ville-Amis des Aînés, il s'appelle Ville-Amis des Aînés, mais il y a des villages, des communautés de communes, des départements, enfin des métropoles. Il y a tous les acteurs des collectivités locales qui s'investissent dedans. C'est vraiment, d'une part, de changer de regard et ensuite d'avoir cette vision globale
dont on a commencé à voir poindre les enjeux autour de 8 thématiques que je vous présenterai. C'est aussi sortir des idées reçues, se dire que en fait, c'est compliqué de se projeter dans l'avenir. Hein, là, je vous parle de 15 à 20 ans d'espérance de vie à 65 ans, et ça n'est qu'une moyenne. Imaginez que depuis l'an 2000, une femme sur deux qui naît sera centenaire. Donc ça change le rapport au temps, le rapport à la vie, et les données statistiques qu'on a pu voir, je dirais qu'il faut les mettre à leur place. C'est des éléments de contexte, mais on n'est pas le même à 65 ans en 1950 et en 2050. Donc il ne faut pas quelque part s'inquiéter en se disant oulala, qu'est-ce qui va nous arriver et comment on va vivre les choses, mais plutôt s'inquiéter de se dire comment on va continuer de vivre ensemble avec des usages du territoire, des usages de la ville qui ne seront pas les mêmes. Et donc de repositionner au final le fait que les aînés, c'est avant tout des parents, des grands-parents, des bénévoles, des acteurs engagés, des consommateurs, des personnes qui doivent être soutenues quand elles en ont besoin. Et c'est au final avant tout des citoyens à part entière qui attendent des pouvoirs publics d'être regardés comme des gens normaux, dans le sens comme les autres, et pas en premier lieu comme des gens à soutenir, à accompagner, ou sur lequel on doit être pris en charge, mais plutôt pris en compte. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir de l'accompagnement, une politique sociale et ainsi de suite, mais elle doit être resituée dans cette vision globale, et elle ne doit pas être simplement pensée comme une sorte de réparation quand ça va mal, mais plutôt dans cette idée qu'Hélène présentait de prévention. Et moi, j'amène même au-delà de la prévention ce côté de l'anticipation qui fait que quand on est décideur public, eh bien, on a tout à gagner à faire en sorte que, quel que soit son âge, on soit un habitant à part entière qui va utiliser les services publics, qui va utiliser l'espace public, sans forcément venir nous voir en disant je suis une personne âgée, donc au nom de mon âge, j'ai droit à, ou je revendique telle ou telle chose. Et ça, c'est sûrement un changement de paradigme. Je n'approfondirai pas le sujet aujourd'hui, mais je dirais l'époque où quand on était un ancien et qu'on nous devait quelque chose est certainement révolu, et ça veut dire qu'on doit construire des repères qui sont en commun de façon différente. Ça veut dire que quelque part, la vision qu'on doit avoir, c'est de se dire qu'il y a plein de façons d'être âgé, qu'il y a plein de façons d'habiter en étant âgé sur un territoire, et que la globalité de la politique publique doit permettre d'oser des choses, parce que je vous disais que c'est compliqué de se projeter dans l'avancée en âge pour une raison simple, c'est qu'en fait c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on est aussi nombreux, aussi âgés. On a toujours eu des centenaires, des gens très âgés et tout, mais il restait l'exception qui confirmait la règle. Aujourd'hui, on a même inventé, là, il y a depuis quelques années, le terme de super centenaire, les gens qui ont plus de 100, 110 ans. Donc, quelque part, aujourd'hui, d'avoir des centenaires, en particulier des femmes, c'est devenu très, très habituel. Donc, il ne faut pas s'arrêter à l'âge, mais il faut passer le cap de l'environnement social et de l'environnement bâti pour se dire qu'est-ce qu'on attend quand on est âgé de son territoire. La première chose qu'on attend, c'est pouvoir choisir. Quelles que soient les choses que vous allez proposer, quel que soit le sujet, il est important de se dire que ce n'est pas parce qu'on avance en âge qu'on doit renoncer à des choix. Donc, proposer des alternatives. La deuxième chose qu'on attend, c'est de maintenir une sorte de plaisir à vivre et d'habiter dans son territoire. Donc, vous voyez que je fais le lien avec le côté de ne pas être simplement prescriptif dans des compensations. La troisième chose qu'on attend, c'est de la part du territoire qui nous permette de maintenir son autonomie, d'aller, venir, on a parlé de mobilité, mais l'autonomie au sens vraiment extrêmement large. Et je dirais, il suffit de se questionner par rapport à soi, de qu'est-ce qu'on aimerait pour se dire qu'est-ce que ça veut dire de maintenir son autonomie. Ça veut dire, en termes d'autonomie, au final, si on le met dans notre sens, c'est de maintenir ses capacités. Et que le territoire soit aménagé pour
maintenir ces capacités-là. Et puis, d'intégrer dans ce maintien des capacités le fait que l'avancée en âge et la vieillesse va durer longtemps. Et que les habitants âgés ne vont pas se définir en tant qu'utilisateurs de l'espace public comme des habitants âgés, mais ils vont se définir comme des citoyens qui ont un usage particulier, dans des rythmes qui ne sont pas les mêmes que d'autres générations, dans des temps qui ne sont pas les mêmes que d'autres générations, dans des lieux qui ne sont pas toujours les mêmes que d'autres générations, et que le défi qu'on va avoir en tant que décideur public, c'est de conjuguer le vivre ensemble avec une génération qui est plus importante, qui a un poids démographique plus important que les générations passées, qui ne veut pas être identifiée en tant que telle, mais par contre, il y a une attente de la part des services publics qui est quelque part plus exigeante. D'abord parce que quand on est à la retraite, on a le temps de voir qu'est-ce qui se passe sur le territoire. Très souvent, je dis à des élus, regardez les courriers que vous recevez des gens qui vous disent la commune n'est pas propre, vous n'avez pas ramassé les feuilles, ce genre de choses, c'est souvent des habitants âgés. Mais pourquoi? Parce que en fait, leur journée n'est plus la même que quand on est actif ou qu'on va au travail. La journée d'un habitant âgé, quelque part, si on veut comparer, c'est peut-être celle que vous avez le dimanche quand vous prenez le temps en famille d'aller, venir et d'avoir un autre rythme, et vous allez remarquer des choses différentes que les autres jours de la semaine où vous vous dépêchez comme nous ce matin pour commencer notre journée avec ce Quesaco. Pardon. Alors, l'environnement bâti, ça veut dire quoi? Ça veut dire les questions de transport, de mobilité, d'espace extérieur, des bâtiments publics et d'habitat. Je vous parlais d'avoir le choix. Sur les questions de l'habitat, c'est déjà de proposer un parcours résidentiel. Hélène mettait en avant, par exemple, les quartiers qui étaient construits dans les années 70 et qui allaient vivre un défi démographique particulier, puisqu'en fait, ils ont été pensés pour des familles, donc ils ont été pensés pour des voitures, ils ont été pensés en termes d'équipements publics, avec des centres sociaux, avec des centres culturels, avec des écoles. Et donc, ils n'ont pas été pensés pour avoir 30 ou 40% d'habitants âgés. Donc, comment on réfléchit soit à de la mobilité géographique, soit de l'évolution dans le parcours résidentiel des habitants qui va faire qu'on va avoir une gamme de logements qui vont être différents, et comment on intègre l'attente des habitants âgés pour pas simplement réfléchir en unité de consommation. Si vous réfléchissez en unité de consommation en vous disant, alors j'ai X personnes âgées qui ont un studio, enfin qui sont toutes seules, donc on va se dire, bah, tiens, on leur met un studio ou un T1, un couple, on lui met un T2, voire un T3 maximum. En fait, vous allez rater votre évolution démographique et que vous n'allez pas libérer des maisons pour des nouvelles familles. Parce que, est-ce que vous, à 65, à 70 ans, vous avez envie de vous dire, je suis veuve, et donc, on me dit que ma mobilité géographique, on me donne le choix, mais au maximum, j'aurai un 2 pièces avec une chambre et une pièce à vivre, alors que j'avais une grande maison. Non, en fait, on n'a pas envie de faire ce choix-là. Donc, il y a un défi sociologique qui rencontre un défi démographique et qui rencontre aussi un défi économique. Comment on gère ce genre de choses? Et là, une des choses sur lesquelles nous, dans la démarche Amis des aînés, on est extrêmement exigeant, c'est de dire, pour que ça fonctionne, il faut le penser avec les habitants eux-mêmes et avec les habitants âgés. Il faut prendre ce temps de réflexion qu'on a aujourd'hui, élus et professionnels, de le faire aussi avec les habitants âgés, pour que du coup, on chemine ensemble, qu'on construise des nouveaux regards ensemble et qu'on comprenne quels sont vraiment les points saillants et puis les points non négociables sur lesquels, quand on prend de l'âge, on dit bah, ça a plus d'importance pour moi que peut-être pour d'autres générations. Un étudiant, vous lui dites bah, tu vas avoir un studio pendant tes études, il dit bah, c'est déjà chouette d'avoir un logement qui est peut-être plus en centralité et tout ça. Quand on est âgé, je vous parlais du temps, eh bien, le temps à vivre dans son logement, c'est tout ce qu'on a vécu pendant le confinement. Et tout d'un coup, on s'est aperçu qu'en étant plus de 20 heures par jour dans son logement, eh bien, il y avait du bruit. Les voisins étaient comme ci ou comme ça.
l'espace vert ou la luminosité qu'on avait sur son appartement ou sur sa maison changeait la donne et faisait qu'on allait bien ou qu'on n'allait pas bien. Eh bien, quand vous allez penser à l'échelle d'un quartier, d'une ville, d'un village, des nouveaux logements pour les habitants, eh bien, il faut penser ce temps à vivre dans son lieu d'habitation qui n'est pas le même des autres générations. Et ça, l'interroger en amont, c'est faire ce travail de prévention parce qu'on va aller bien. Les questions d'espace extérieur, c'est penser l'accessibilité, pas simplement en question de normes en lien avec les personnes qui sont en situation de handicap. Une personne âgée, ce n'est pas une personne handicapée. Et une personne handicapée, ça n'est pas une personne âgée. On peut avoir des choses qui se recoupent en termes techniques, en termes d'aménagement. Hein, voilà, l'abaissement des trottoirs, les plaques podotactiles, la temporisation des feux verts ou des passages piétons. Ce sont des choses différentes. Mais une personne âgée, ça n'est pas une personne handicapée. Une personne qui est en cécité visuelle, qui peut être jeune, va pouvoir apprendre le braille. Une personne qui a la DABLA n'apprendra pas le braille. Pourtant, elles sont toutes les deux aveugles. Une personne qui va être en fauteuil roulant et qui a eu un accident de la route va développer des capacités physiques pour compenser la perte de ses jambes. Une personne âgée de 80 ou 90 ans sera aussi en fauteuil roulant, mais on aura sûrement besoin de quelqu'un pour l'accompagner, pour pousser le fauteuil. Donc vous voyez qu'il y a des situations semblables, on ne peut pas comparer les choses de façon identique et qu'il faut, par exemple, réfléchir le mobilier urbain en termes d'usage pour les habitants âgés et en termes de capacité. Faire 300 mètres, eh bien, quand on est très âgé, c'est loin. Et donc de dire aux gens, regardez, c'est pas loin, regardez, c'est facile, c'est quelque part involontairement de leur dire, si vous n'en êtes pas capable, restez chez vous. Et donc de penser des parcours en marchant, de penser les lieux de mobilité entre l'habitation, les espaces où on va faire ses courses, les espaces où on va dans les lieux de soins, les espaces où on va dans les lieux sociaux, et de ponctuer ces parcours-là eh bien, de mobilier urbain. Et je dis volontairement mobilier urbain, pas banc, parce que le banc, c'est un des mobiliers urbains, mais il n'est pas toujours adapté. Et là aussi, il faut le faire avec les gens, parce que sinon, il va être un endroit qui est trop venteux, qui est trop ensoleillé, qui ne met pas les gens en sécurité, parce qu'ils vont avoir peur qu'on les surprenne par derrière. Donc, il y a plein de petits détails techniques qui font que eh bien, l'usage va soit se renforcer, soit va donner le sentiment qu'au final, c'est comme si on n'avait rien fait. Sur les transports et la mobilité, quelque part, c'est la même chose. Le premier moyen de locomotion quand on est à la retraite après 65 ans, c'est la marche à pied. Donc quand on parle mobilité, il ne faut pas simplement penser transport en commun, il ne faut pas simplement penser véhicule, il faut aussi penser le côté multimodal, il faut penser les adaptations de changement de type de mobilité. Par exemple, si vous devez cesser d'utiliser votre voiture, en fait, il faut être formé et initié au nouveau parcours. Comment j'achète un billet de transport en commun, la billettique, la dématérialisation, toutes ces choses-là peuvent être des freins et que si on ne fait pas un temps d'accompagnement, eh bien au final, les gens vont rester chez eux, vont se renfermer et donc ce travail de prévention ne sera pas effectif. Une des premières choses, par exemple, qui apparaît dans l'environnement social des personnes âgées, c'est en fait de comprendre l'information et la communication d'un territoire. D'une part, parce que souvent on dématérialise plein de choses et qu'on n'est pas tous égaux par rapport au numérique. Il peut y avoir de l'électronisme, il peut y avoir de la fracture numérique, il peut y avoir du burn-out numérique, c'est-à-dire de dire j'en peux plus que ça change tout le temps et qu'au final je n'y arrive pas. Donc une sorte de retrait, de dire c'est pas pour moi, c'est pas de mon temps, donc je me mets en retrait de ce qui se passe. Et vous allez continuer de développer un certain nombre de choses pour dire mais si, regardez, c'est sur notre site, regardez, c'est l'application. Et en fait, les gens vont faire une sorte de blocage par rapport à ça. Alors évidemment, pas tous, hein, mais c'est, je dirais, des vigilances qu'il faut avoir pour se dire que la compréhension du public, elle est différente en fonction de l'âge et elle va continuer d'évoluer.
sur la fracture numérique et l'évolution, je vous informe, entre guillemets, avec humour, ne nous disons pas que c'était juste un temps et que maintenant qu'on a été initié à l'informatique, qu'on l'a utilisé dans le cadre de notre travail, nous, quand on sera âgé, on n'aura pas à le vivre. Les changements de technologie vont continuer. Regardez l'évolution avec l'intelligence artificielle. Donc en fait, ce que les générations actuelles ou passées ont vécu en termes de changement, ça va continuer et la nécessité de devoir s'adapter et donc d'être accompagné dans ces adaptations est fondamentale. Je reviens sur ça avec la question du choix et du plaisir. Il ne suffit pas, voilà, euh, faites des choses en papier, faites des choses où on a un interlocuteur, je dirais, vrai en face de soi, une personne qui va, je dirais, déminer et comprendre au-delà de l'attente de la personne. Quelqu'un qui va venir vous voir en disant j'arrive pas à ça, eh bien, il va aussi vous dire d'autres choses qui sont essentielles pour mener la politique publique dont vous avez besoin. Les enjeux autour de la culture et des loisirs, c'est quelque chose qui est formidable. Hélène parlait tout à l'heure qu'il était important de ne pas regarder les personnes âgées que dans leur incapacité, mais aussi dans leur capacité. La culture et les loisirs, la question de l'engagement hein, dans le bénévolat, dans la solidarité, dans l'action publique, eh bien ça, les habitants âgés, ils sont surreprésentés. Et donc, il est important de regarder cette vision d'ensemble. Et puis, je vous disais, aujourd'hui, vieillir, ça dure longtemps. Donc, quelque part, c'est comment on pense des politiques publiques. On va aussi continuer d'apprendre. Parce que si mon espérance de vie, elle est de 20, 25, 30 ans à la retraite, bah, ça veut dire que j'ai le temps et les capacités intellectuelles et physiques de réapprendre des choses. Et donc, c'est comment le territoire le propose et n'envoie pas un message comme quoi, eh bien, apprendre, c'est avant d'être dans le milieu productif. Et puis ensuite, on a le milieu improductif qui serait le temps de la retraite. Ces temps-là sont beaucoup plus mêlés qu'auparavant. Il y a toutes les questions évidemment de lien social, de solidarité, où là, on va avoir les acteurs sociaux qui vont s'engager, en particulier les CCS. Mais vous voyez bien que les CCS, ils vont s'occuper de la précarité, de l'isolement, des questions de maltraitance, d'accompagnement des aidants. Ils vont travailler avec tous les services d'autonomie, de soins, pour permettre, quand il y a besoin d'un accompagnement spécifique, soit par rapport aux enjeux physiques, soit par rapport aux enjeux sociaux, d'être accompagné, mais que c'est, je dirais, deux éléments parmi une maille qui est bien plus grande et qui doit être vue dans cette globalité. Sinon, le risque, c'est qu'à un moment donné, on se retrouve avec des habitants qui soient dans une sorte de no man's land entre la vie professionnelle et puis la vie de perte d'autonomie, et que quelque part, ils n'aient pas d'interlocuteur, et que là, ce soit un petit peu une tension entre générations qui se développe, ce qui serait, de mon point de vue, un véritable risque où on peut voir, comme dans d'autres pays d'Europe, des partis politiques qui commencent à arriver par rapport à des générations et qui défendent une génération plutôt qu'une autre. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on doit se prémunir en étant chacun à sa place et vous, en l'occurrence, en tant que décideur public, développeur du vieillissement actif, développeur d'une réussite de la vie à la retraite qui est pensée dans le schéma de cohérence territoriale, qui est pensé dans le plan local d'habitat, dans le PLUI, dans le plan de déplacement et de mobilité, dans les plans lumière. En fait, c'est au final réfléchir à l'avancée en âge. Ça peut être simple. C'est à chaque fois que vous allez agir sur une politique publique, vous questionner pour vous dire est-ce que les habitants âgés vont se dire c'est aussi fait pour moi, ou est-ce que vous êtes obligé de mettre à côté de ce que vous aurez mis en place quelque part une compensation ou quelque chose qui est à côté, en vous disant les personnes âgées ah non mais on a pensé à eux différemment. Je prends l'exemple de la mobilité.
La question, c'est à l'échelle de l'Orléanais, vous avez un tramway. Est-ce que les habitants âgés se disent le tramway, il est fait pour moi? Ou est-ce qu'on se dit, ah non, non, mais pour eux, on va mettre des petites navettes à côté? Et là, je reviens pour conclure mon propos à ce que disait Hélène. Faut se poser la question du nombre et de l'usage du nombre, ce qui pouvait être une bonne idée quand on avait peu de gens, parce qu'on était dans une réponse fine et donc plus adaptée. Est-ce qu'on peut le démultiplier par 2, par 5, par 10, par 30 parce que le nombre va croître dans les années, ou est-ce qu'il faut intégrer dans la politique publique en amont eh bien, ces questions de mobilité, ces questions de logement, ces questions d'aménagement des espaces publics, d'aménagement des horaires, d'aménagement des équipements, pour se dire, quel que soit mon âge, eh bien, je trouve que le territoire dans lequel je vis, eh bien, il répond à mes attentes d'habitants à part entière. Je ne sais pas si j'ai respecté le timing, Hélène. C'est parfait, Monsieur Lefebvre. Merci beaucoup pour votre intervention qui, effectivement, nous amène à réfléchir à comment concevoir nos villes pour ce panel de population qui augmente sur notre territoire. Je vais laisser la parole peut-être à nos participants. Est-ce que vous avez des questions à poser à Monsieur Lefebvre? Alors, je ne vois pas tout le monde à l'écran. N'hésitez pas à vous manifester. Oui, Merci. bonjour. Alors, nous sommes nombreux parce que nous avons regardé le webinaire en collectif lors d'une réunion d'info mensuelle que le CLIC Orléans-Val-de-Loire organise tous les mois. Très bien. Voilà. Très bien. Donc, on a une question d'un CCAS par rapport à l'accompagnement que l'association des villes amies des aînés peut apporter pour justement travailler en lien avec les communes pour améliorer. Et c'était quoi exactement ta question Voilà, voir quels sont les aménagements qu'on peut mettre en place pour améliorer cette inclusion en fait des personnes âgées dans la vie publique. Alors, le réseau Ville Amie des aînés, c'est une association de loi 1901 qui, je dirais, met en pratique ce que demande l'Organisation mondiale de la santé dans son programme mondial. On est un des programmes affiliés auprès de l'OMS et donc on a des adhérents. J'invite l'Orléanais et les communes présentes à adhérer au réseau pour bénéficier, je dirais, de la réflexion plus approfondie, des temps de formation, de colloques, des ouvrages qu'on édite, d'interventions. Voilà, on a vraiment toute une gamme d'outils d'accompagnement aujourd'hui. On a développé une méthodologie qui permet d'aller plus loin que l'analyse des besoins sociaux ou de questionner l'analyse des besoins sociaux que les CCAS font au moins une fois par mandat et de balayer en fait l'ensemble des sujets dont on parle aujourd'hui et de ne pas opposer l'enjeu social à l'enjeu sociétal, mais quelque part de resituer le CCAS comme l'expert des habitants âgés au service des communes qui, elles, doivent, à travers les 8 thématiques dont j'ai rapidement parlé, se préoccuper des habitants âgés. Le risque, ça serait de dire que dès qu'il y a une question de quelqu'un de plus de 60 ans ou de 65 ans, c'est au CCAS de voir, alors que évidemment, à travers les exemples que j'ai donnés, c'est pas le CCAS qui va faire le SCOT, le PLH ou l'aménagement urbain ou les contrastes dans les voiries ou les trottoirs en mettant en relief les choses. Donc il faut réapprendre à travailler ensemble. Et donc là, on a développé une méthodologie pour nos adhérents. Il y a plein de choses sur le site internet qu'on a. Et puis après, on avance de concert. On a développé un label qui est en fait une méthode d'évaluation de progression et aussi une colonne vertébrale pour s'assurer de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce que dans la politique publique que je mène, je me questionne bien autour de tous les sujets qu'on revoit ici pour que ça fonctionne. Donc oui, il y a vraiment un travail d'accompagnement des collectivités pour que ça fonctionne. Et puis, il y a aussi un travail de fond à faire par les territoires pour que nous, ce qu'on appelle le triptyque gagnant entre les élus,
les professionnels et les habitants fonctionnent et que ça fonctionne dans la transversalité des acteurs. C'est chacun prenne sa part et qu'on ne se dise pas, en fait, la question du vieillissement, c'est que la question sociale. Au même titre que, voilà, la question du vieillissement, c'est pas que la question des départements. Évidemment, c'est important pour les départements d'être partie prenante, mais ce n'est pas le département qui va décider de votre programmation d'habitat, de votre programmation culturelle ou des transports et de la mobilité. Ça, c'est à d'autres échelles. Bonjour à tous, merci beaucoup pour ces présentations. Samuel Balmand, donc je suis le responsable du service régional d'études de l'INSEE. Merci pour ces travaux, hein. C'est toujours très intéressant de voir ce qu'on peut faire à partir notamment des éléments qu'on peut produire. Alors, c'était pas pour poser une question, c'était plus pour apporter quelques compléments par rapport à ce que vous avez apporté. Pour dire que c'est un sujet d'intérêt vraiment régional, hein, donc qui dépasse, hein, les seuls territoires de l'Orléanais, hein, le vieillissement de la population. C'est vrai que c'est un sujet, je dis régional parce qu'on est dans la région Centre-Val de Loire, mais c'est un sujet vrai qui dépasse aussi la région qui est nationale et sur lequel on travaille, on a beaucoup travaillé et on travaille encore. Alors on a travaillé sur des questions, pour compléter ce que vous avez pu dire, qui s'intéressaient aussi à la démographie au travers de projections démographiques. Et donc le territoire de l'Orléanais, tout compte fait, sont plutôt dans une bonne situation par rapport au reste de la région. En gros, dans les tendances qu'on pourrait observer dans les années à venir, à l'horizon 2050, hein, si on avait une poursuite des tendances actuelles, on se trouverait au regard du rapport du nombre de plus de 65 ans sur les moins de 20 ans, donc des plus âgés sur les plus jeunes, dans les territoires de l'Orléanais, on se trouverait à l'horizon 2050 dans la situation dans laquelle est la région actuellement. Ça veut dire avec une personne de plus de 65 ans pour une personne de moins de 20 ans. Donc la situation n'est pas si mauvaise que ça parce que dans la région, il y a des territoires qui sont quand même bien plus vieillissants que l'Orléanais. Voilà, donc ça, c'est pour rappeler aussi qu'on a une offre de services sur les projections démographiques. Donc si vous avez je parle aussi beaucoup aux participants, hein, si vous avez des projections démographiques à faire à façon sur des territoires particuliers, avec des hypothèses particulières, on peut vous accompagner. Et puis, pour rappeler aussi les travaux qu'on a pu faire avec l'ADRETS sur les services à la personne, services à la personne optique offre, où sont des acteurs qui interviennent beaucoup pour assister les personnes âgées, avec des rémunérations relativement faibles et avec une offre de services qui diminue. On a travaillé aussi sur la perte d'autonomie, notamment sur la perte d'autonomie à domicile. Ça, c'est des travaux sur lesquels qu'on a menés aussi avec l'ADRETS. Et je reviens sur les services à la personne. On travaille en ce moment avec l'ADRETS sur une optique demande, c'est-à-dire que comment évoluerait le besoin de services à la personne au regard notamment de l'évolution démographique. Et un autre travail, quelque chose dont on n'a pas parlé, puisqu'on a parlé beaucoup des personnes âgées donc de plus de 65 ans, mais qui étaient pour la plupart inactives à la retraite, par exemple. On travaille aussi avec l'ADRETS sur l'emploi des seniors. Ça, c'est un sujet qui est important aussi, parce qu'on a eu différents chocs. La réforme de l'âge de départ à la retraite, notamment, qui est liée au phénomène de vieillissement de la population. Et donc, les gens vont travailler plus longtemps. Et donc, cette question du travail des seniors est importante. Donc, on a des travaux qui vont être publiés à l'été, normalement, avec l'ADRETS. Et qui sont, voilà. C'était pour apporter quelques compléments. Et merci encore pour la qualité de vos interventions. Merci, Monsieur Balmand, de ces éclairages et effectivement de l'élargissement de votre regard sur le territoire régional. Effectivement, ce que l'on essaie de formuler là au travers de cette analyse, c'est qu'il y a des disparités régionales, mais globalement, le nombre de personnes âgées, effectivement, augmente fortement et qu'il faut pouvoir s'organiser pour
les accueillir correctement sur le choix de leur lieu de vie. Je retiens effectivement cette formule de Monsieur Lefebvre, qu'effectivement, ces personnes formulent des choix. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour que l'on puisse euh, encore recueillir une question avant de clore et de rester à peu près dans, dans le temps que nous nous étions impartis pour ce webinaire? Est-ce que d'autres interventions sont encore sollicitées? Il y a un point que je n'ai pas abordé, si vous me laissez une seconde, c'est Oui, peut-être la mobilité des habitants âgés dans les territoires. Et peut-être que là, l'INSEE et l'adresse pourront travailler cette question où vous étoffer les choses, mais on voit vraiment que dans l'avancée en âge, on a des habitants qui vont déménager vers des centralités ou partir de très grandes centralités qui répondraient plus, je dirais, au mode d'usage je dirais, suffisamment convivial hein, des choses pour aller vers d'autres territoires avec des migrations soit vers le retour d'origine, soit vers le lieu des enfants, voire des petits-enfants dans l'avancée dans le grand âge. Et donc là, quand on parle de choisir son lieu de vie, c'est pas simplement à un moment donné de la vie à la retraite, ça peut être plusieurs fois, ou ça peut être à des moments qui ne sont pas les mêmes dans le parcours de vie de la personne. Et ça, c'est aussi quelque chose à intégrer. Les habitants âgés peuvent être des nouveaux habitants à différents âges. Et dans les collectivités, souvent, on voit la journée des nouveaux habitants. Il est sûrement intéressant de penser de plus en plus à présenter les choses qui se font aussi pour les seniors dans la journée des nouveaux habitants et pas simplement de se dire que ce sont des étudiants ou des nouveaux actifs qui arrivent sur le territoire. Et ça, c'est certainement quelque chose qui est nouveau et qui va se renforcer. très bien, merci pour ce complément. Je vous invite donc à la conclusion de ce webinaire. Alors, je souhaitais aborder deux points. C'est qu'effectivement, nous sommes sur le premier temps d'analyse de nos questions sur le vieillissement. On souhaite effectivement développer un cycle d'études sur le sujet. On devrait engager là prochainement un livrable sur les enjeux démographiques d'ici la fin de l'année pour aller un peu plus loin sur cette analyse de la population et de la population âgée sur nos territoires de l'Orléanais. On travaillera également sur l'habitat et les équipements. Euh, voilà, les besoins en termes d'habitat, la présence d'équipements publics ou privés et comment ils répondent aux besoins de cette tranche de population. Un troisième temps d'étude sera également consacré, comme le précisait à l'instant M. Lefebvre, sur la mobilité, voilà, la question de l'espace public, la notion de proximité pour accéder à des services élémentaires du quotidien, la question de la sécurité dans l'espace public, et puis bien évidemment tous les enjeux d'organisation spatiale de la ville. Et un dernier volet, nous travaillerons également sur l'économie avec une double question, celle effectivement de l'économie des seniors, cette population consomme et de quelle manière elle fait vivre aussi un territoire. Un autre aspect, c'est celui effectivement d'une population qui a également besoin de services à la personne, de services particuliers, et qui fait qu'effectivement, on a tout un pan de l'économie qui est orienté vers cette population. Voilà, donc ce cycle d'études se déroulera sur la durée de notre programme partenarial qui se déroule sur l'année 2024, 2025, 2026. Et pour avancer sur ce travail, nous avons besoin de vos ressources, de votre participation, de vos expériences, de votre regard d'élus de terrain, de professionnels qui travaillent sur ces sujets, ou pas du tout, qui effectivement se dit il faut que je m'y intéresse et que je rentre dans ces sujets et je veux bien participer avec mon regard différent à cette question du vieillissement. Donc là, je fais un appel ouvert à candidature pour constituer un comité de suivi de ces études. N'hésitez pas à contacter Hélène Maublanc pour vous manifester votre intérêt ou celui de structures, de personnes que vous connaissez qui seraient intéressées à travailler sur ce comité de suivi. On aurait besoin d'une dizaine de personnes pour pouvoir avancer. Voilà pour ce point. Et puis, pour conclure, en disant qu'effectivement,
on retiendra que les personnes âgées sont une part de la population à part entière sur un territoire, que leur nombre augmente, donc que l'on a à regarder effectivement quelles sont leurs attentes, leurs besoins, et d'adapter effectivement le regard des politiques publiques à ces nouvelles attentes qui représentent quand même une portion importante de la population. On s'intéresse aux jeunes, on s'intéresse aux actifs. Il faut effectivement que l'on puisse peut-être mieux regarder ces attentes de ces personnes âgées aujourd'hui, et nous le ferons avec un regard sur la ville par rapport à d'autres partenaires qui ont un regard différent sur cette question du vieillissement, mais il nous semblait important de pouvoir compléter ce regard avec notre mission d'agence d'urbanisme. Je remercie chaleureusement Monsieur Lefebvre d'avoir participé à ce webinaire, d'avoir travaillé avec Hélène précédemment pour nous éclairer sur les pistes de travail de ce sujet. C'est un service de ressources, comme je vous l'affichais là, pour travailler sur ces questions de la ville et des aînés. Je voulais terminer sur la publication que l'on a déposée sur notre site internet, donc publication Focus, un 4 pages qui reprend principalement la carte du territoire avec les proportions de personnes âgées dans la population et leur augmentation sur le territoire, montrant effectivement ces disparités territoriales. C'est ce qu'on retiendra en finalité, hein, c'est que chaque commune a à prendre en compte dans son contexte l'évolution de cette population, soit en proportion, soit en augmentation du nombre, donc disposition qu'elle a peut-être déjà prise ou prise de conscience qu'il faut avoir pour pouvoir répondre aux services attendus par cette population. Voilà, merci de consulter donc ce focus sur notre site internet, et puis au gré de nos rencontres, nous profiterons de pouvoir vous distribuer en version papier ce document qui fait partie de nos publications. Je conclus. Merci beaucoup pour votre présence ce matin. À bientôt pour la suite de nos études sur le sujet. Bonne journée à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.